À 71 ans, l'un des comédiens les plus célèbres du cinéma américain, Oscar du meilleur acteur, Paul Newman, consacre aujourd'hui la plus grande partie de ses activités aux enfants malades. Ces enfants pour lesquels l'hôpital est devenu souvent le seul cadre de vie. Président d'honneur d'une association, l'Envol pour les enfants européens, présidée en France par Jean Drucker, il a choisi la marche du siècle pour évoquer le combat de ces petits malades, confrontés quotidiennement à la souffrance et à la mort. Évoquer aussi les actions menées par les associations pour les aider à sortir de l'isolement où les confine leur maladie et les traitements qu'elle impose. Avec, autour de Jean-Marie Cavada, deux jeunes garçons qui ont vaincu leur cancer, Cédric Sahuc, 10 ans, et Julien Busança, 13 ans, le professeur Daniel Alagil, pédiatre, ancien chef de service à l'hôpital de Bicêtre, le professeur Gérard Chaison, chef du service d'hématologie pédiatrique à l'hôpital Saint-Louis, et Anne-Marie Martini, infirmière à l'hôpital pour enfants de Nancy. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette marche du siècle enregistrée hier en fin d'après-midi dans les conditions strictes du direct et réalisée en collaboration avec la rédaction de nos amis de RTL. Il fallait tout le poids de la souffrance des enfants gravement malades, il y en a dans cette salle, il y en a sur ce plateau, deux d'entre eux, pour faire sortir M. Paul Newman de sa réserve absolue dans laquelle il se tient depuis de longues années. Monsieur Newman lance en France, avec un certain nombre d'amis, l'Envol pour les enfants européens, pour laquelle association vous avez été invité. Et si votre choix, Monsieur Newman, vous y porte, j'espère que vous nous donnerez un certain nombre d'explications sur vos motivations personnelles. D'autre part, cette association qui s'organise en France a besoin d'aide financière et c'est aussi, et sans vergogne, un des buts de cette émission. Monsieur Newman, quelques mots d'abord avec vous. Vous êtes vraiment ce qu'on peut appeler une star mondiale. Depuis plusieurs décennies, vous occupez le premier rang, plus de 50 films. Vous avez, je crois, 6 enfants. 5. Vous avez eu 6 enfants et vous êtes marié à Madame Joanne Woodward depuis de très longues années. Je ne citerai pas, mais tout le monde dit que c'est un couple absolument idyllique dans le paysage Hollywood qui, lui, est impitoyable. Cela peut paraître très étrange, monsieur, pour les spectateurs, de vous découvrir sur un plateau qui est consacré aux enfants malades. Permettez-moi de vous demander, vous choisirez la réponse que vous voudrez, quelle est la motivation profonde qui fait qu'un homme comme vous, qui pourrait très bien se dispenser de consacrer du temps aux autres, le fait? Pour quelle raison vous consacrez-vous aux enfants malades? Je ne sais pas. Un matin, je me suis réveillé. Et cette idée était tout à fait constituée dans ma tête. J'ai toujours été fasciné par le problème de la chance. La chance dans ma propre vie. Et comment la chance peut jouer un rôle dans la vie des autres, notamment des enfants qui n'ont pas la possibilité de changer cette fortune, bonne ou mauvaise, à partir du moment où ils sont frappés par une maladie. Donc j'ai essayé de créer un endroit où les enfants puissent s'amuser, mal se conduire et être un peu sortis de l'atmosphère de l'hôpital, puissent jouer avec d'autres enfants, être avec d'autres enfants, où il est normal d'être malade, où ils pourraient donc se confronter les uns aux autres.
partager leurs préoccupations, qu'ils ne peuvent pas toujours partager avec leurs parents. Et puis dans un climat, dans une atmosphère qui soit propice aux rêves, et puis qui ait un peu cet esprit du Far West. Est-ce que dès l'instant où vous avez pris cette décision, M. Paul Newman, vous avez visité beaucoup d'hôpitaux, vous avez vu beaucoup d'enfants dans les lieux hospitaliers où on soigne leurs maladies? Eh bien, d'abord, je suis allé effectivement dans les hôpitaux pour enfants, je me regardais un peu autour de moi, puis je suis allé dans un camp d'enfants malades, et puis j'ai constaté que c'était exactement comme l'hôpital, c'était de l'acier, du verre, et le nom, et c'était Camp Hemlock, le nom du camp, et j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait malheureux, parce que c'était le poison que Socrate avait pris à l'époque, donc j'ai décidé de créer un village, un peu un village du Far West, comme ceux qu'on voit au cinéma. Et puis de créer une taverne, une rue du Far West, enfin tout un esprit, et ça a fonctionné comme ça. Dernière chose, depuis combien de temps avez-vous commencé cette action? Bien, nous avons commencé, on a acheté le terrain en 1987 et il n'y avait pas un bout de bois qui sortait du sol, rien du tout, et on a construit l'électricité, la plomberie, etc. On a eu un temps épouvantable entre septembre et mars, on a construit 37 bâtiments. Des jeunes de 27 ans qui ont... c'est un jeune de 27 ans qui a coordonné l'ensemble du projet, qui a construit tout ça. Je vous ai lu, j'ai regardé votre comportement, et je me demande, Monsieur Paul Newman, si à ce stade de votre vie, avec la réussite extraordinaire qui a été la vôtre professionnellement, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui ? Continuer à réussir dans votre métier ou au contraire réussir durablement ce que vous avez entrepris en faveur des enfants? Qu'est-ce qui est le plus important? Je ne sais pas. Faire autant de choses que je peux faire physiquement. Depuis près de... Malheureusement, j'ai dû abandonner la course automobile. Oui. Depuis près de 20 ans, on essaie d'améliorer, vous le savez, monsieur, la vie des enfants à l'hôpital. Le professeur Alagil, présent sur notre plateau, a notamment été un des précurseurs à la matière en créant les fameuses maisons de l'enfant. De nombreuses activités sont aujourd'hui proposées dans beaucoup d'établissements hospitaliers à travers le monde, c'est le cas aussi en France, afin de donner une vie un peu plus normale, la plus normale possible à ces gosses qui sont soignés et pour qui c'est déjà une telle souffrance d'être malade et ensuite d'être isolé. Voici un exemple, hors de tout formalisme, hors de tout discours, et vous allez voir qu'il est assez joliment fait. C'est à l'hôpital Trousseau, à Paris. Il y existe une petite télévision interne qui permet à 400 petits malades de communiquer entre eux avec les animateurs et d'une certaine façon de vous raconter leur vie. C'est d'ailleurs ce qu'ils vont faire. Alors nous leur avons proposé de prendre du matériel, caméra, etc., de filmer leur vie. C'est celle-là que vous allez voir dans ce reportage construit par Jean-Marie Barrère et Jean-Baptiste Rivoire, les enfants de Trousseau, Canal Trousseau. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui... Voici la présentatrice vedette de Canal Trousseau, Madame Voisin, la directrice de l'école. Nous allons aujourd'hui faire quelque chose d'un peu exceptionnel. Il y a parmi nous des journalistes qui viennent pour la marche du siècle. Ils viennent faire un reportage sur l'enfant et l'hôpital. Et quand ils ont vu Canal Trousseau, ils se sont dit qu'après tout, vous pourriez peut-être, vous, être les acteurs et les producteurs de cette émission. On va vous confier des caméscopes et vous allez pouvoir enregistrer vous-même les images qui illustrent pour vous l'hôpital. Réfléchissez bien à cette question. Qu'est-ce que vous avez d'important à raconter ou qu'est-ce que vous voudriez montrer de l'hôpital? Allô? Allô? Qu'est-ce que vous souhaiteriez montrer, vous, de l'hôpital? La nourriture. La nourriture, c'est-à-dire un repas? Oui. Allô? Il faudrait montrer oui? les toilettes. Et les toilettes? Oui, bien sûr. C'est tout? Pas d'inquiétude pour l'audience, les 400 petits spectateurs sont bien à l'écoute et il ne manque pas d'idées.
Notre premier reporter, Romain, il a 12 ans. Il a été opéré pour une tumeur et il est encore relié à une pompe pour sa chimiothérapie. Il veut nous montrer la vie du service d'hématologie où il est régulièrement hospitalisé. Il a déjà fait plusieurs séjours ici, loin de sa maison et de son confort. Alors ça, c'est un plateau. Ça n'a pas l'air appétissant. Bon, déjà, moi, j'aime pas, j'ai jamais aimé les plateaux. Les plateaux, ça dégoûte souvent les enfants, surtout quand on loue. Alors, pas beaucoup de monde mange les plateaux, voilà. Clara se promène toujours dans le service avec son nounours. Elle lui a posé un cathéter pour qu'il ressemble aux autres malades. Et puis voilà Clara, et sa mère. Il a un cathéter. Ici, on joue à ce qu'on connaît le mieux. C'est le docteur Jérémy, 4 ans, qui rédige l'ordonnance. Beaucoup de pâtes, il faudra. Alors voilà un enfant qui n'a pas la notion qu'on le filme. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il ne pense même pas qu'il a une maladie. Et tu penses que c'est mieux comme ça? Il vaut mieux qu'il ne le sache pas? De la fraise. S'il serait plus grand, il faudrait mieux qu'ils le disent, mais là ils sont petits, donc ça sert à rien de leur dire. On dit que c'est comme si c'était une vie normale. Et toi, tu préfères le savoir en ce qui te concerne? Bah oui. Je crois que c'est normal, hein. Je suis grand, je comprends. Si elle ne me l'aurait pas dit, j'aurais dû compris. Hein. Alors ça va, Julien? Tu t'amuses bien? De l'autre côté de la vitre, Julien est en isolement depuis 3 semaines. Tu t'amuses bien? Ouais, je m'amuse bien. Regarde comment ça se passe un journal, parce que j'ai jamais vu. Et voilà la maman qui est en train de se marrer, elle se cache. Tout le monde ne pourra pas tenir le caméscope. Pour que chacun puisse participer au reportage, les enseignants organisent une vraie conférence de rédaction. Cela se passe dans la classe du service de gastro-entérologie et en direct sur Canal Trousseau. Les enfants proposent des thèmes. L'hôpital, c'est comme une usine. On entre malade, on en sort guéri. Des fois, il faut des pièces de rechange. Sortir de sa chambre, s'habiller, c'est important pour garder le moral. L'hôpital, c'est pas une vraie vie, c'est une vie entre parenthèses. Tout le monde était d'accord, hein, sur le fait de dire que l'hôpital, c'est comme une usine, on entre malade, on en sort guéri. Julien a 14 ans et il est atteint d'une leucémie. Il suit la conférence depuis sa chambre qu'il ne peut pas quitter. Il tient à se faire entendre. Oui. La phrase qui m'intéressait, c'était la phrase sur la vie entre parenthèses à l'hôpital. Oui. Oui. Pour certaines hospitalisations, c'est vrai. Mais bon, quand c'est des longues hospitalisations comme moi, on peut rester 4 à 6 semaines enfermés dans une chambre, pour nous, c'est pas une vie entre parenthèses, c'est une vie au quotidien. On apprend à vivre aussi à l'hôpital et c'est très très important qu'on apprenne à vivre à l'hôpital, quoi. Merci, Julien. Au revoir. Au revoir. Julien veut lui aussi réaliser un reportage. Pour lui, on a décontaminé un caméscope. Alors là, c'est ma chambre où est-ce que je vis depuis 21 jours en isolement. Alors là, je vais vous montrer de ce que je vois dans ma chambre dans le couloir. Le poste des infirmières en face. Juste à droite, la salle de staff, des internes, des médecins. Il y a mes affaires d'école. D'ailleurs, je remercie tous mes copains qui me prennent mes cours. J'ai des amis du 2 chevaux cross qui pensent à moi, alors ils m'envoient des photos. Et puis là, il y a mon dossier de la maladie, puis une carte de mes frères et puis des copains de mes frères. J'ai voulu parler d'isolement parce que dans ces maladies-là, on y reste quand même assez longtemps. Donc c'est important. Et puis que les gens ne se disent pas on est en isolement, c'est très grave. Non, c'est parce qu'on n'a plus de globules blancs, c'est tout. C'est juste cette histoire-là. Ce n'est pas on va contaminer les autres enfants, quoi. Nous sommes en isolement parce qu'on n'a plus de globules blancs. Pour Marie, 12 ans, l'hôpital, c'est d'abord le bloc opératoire. C'est la première fois qu'elle le voit vraiment. D'habitude, il y a l'anesthésie. Victime d'un accident de voiture, elle va subir demain sa 5e opération de la mâchoire, la 3e en 3 mois. Là, nous sommes à la salle d'opération.
Nous voyons le cialytique et les outils de travail. La salle est prête pour recevoir un malade. Il y a toujours un médecin anesthésiste, une infirmière anesthésiste, il y a toute une équipe qui s'occupe de toi, juste pour ton sommeil. Toujours une équipe complète pour ton sommeil et une équipe complète pour l'intervention chirurgicale. Tu sais, ça a beaucoup de monde en fait dans une salle d'op pendant une intervention. Tous ces appareils servent à surveiller ton cœur, ta respiration. Et si jamais il y en a qui tombent en panne, on fait quoi? Alors ça ne va pas tomber en panne parce que de toute façon, tu as plein de sécurité et il y a des voyants qui s'allument et s'il n'y a jamais un petit voyant qui s'allume, il y a un autre élément qui prend le relais. Donc de toute façon, ça ne peut pas tomber en panne. D'accord? Marie veut en savoir plus. L'équipe médicale joue donc le jeu de Canal Trousseau jusqu'au bout. Elle organise une réunion où Marie peut rencontrer tous ceux qui vont participer à son opération, du chirurgien à l'infirmière. Marie a le droit de poser toutes les questions. Elle veut savoir comment les médecins prennent les décisions. Des fois, n'êtes-vous pas désespéré? Je tellement juste dans ces questions qu'elle... Alors, ce que tu as compris, parce que tu l'as compris ça, c'est que des fois, toi, tu es désespéré et tu nous sens désespéré. Alors, le mot désespéré, il est un petit peu fort. Il vaut mieux considérer qu'on se bat en même temps que toi. C'est pour ça qu'on a beaucoup discuté de toi et on a pris la décision de dire on te réopère du côté gauche. Merci. Tu as d'autres questions? Non. Sûr? Tu restes encore inquiète? Oui. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Je sais pas si ça va être la dernière ou pas. Si, on va essayer que ça soit la dernière. Mais on peut pas te le jurer. Tu le sais bien qu'on peut pas le jurer. Mais on va essayer que ça soit la dernière. Merci. Le comportement des médecins avec les enfants, c'est justement le sujet que veut traiter Myriam. Elle a 12 ans et vient régulièrement à l'hôpital dans le service d'endocrinologie. Telle une petite souris, à l'écart de notre caméra, elle est partie dans un autre service filmer la visite hebdomadaire d'un professeur et de ses étudiants. Alors, qui peut me dire de quoi il s'agit dans cette chambre? Il s'agit d'une retention du tendon quadricipital. Il s'agit de quoi? D'une retention du tendon quadricipital. Non. Non, il ne s'agit pas d'une retention du tendon quadricipital. Il s'agit d'une fille de 15 ans. Ah, voilà. Alors, il s'agit en effet d'une jeune fille de 15 ans qui a un handicap, qui la gêne pour marcher. Et l'opération qui a été décidée, c'est une retention du tendon quadricipital. Mais avant d'être une opération, avant d'être une maladie, c'est une jeune fille qui a un problème de santé et qui est venue nous voir pour ça. Elle est à l'école. Ah, elle est à l'école. Non mais l'hôpital c'est ça maintenant, vous savez, on ne peut plus jamais trouver les enfants. Ils sont soit devant la télévision, soit à l'école, soit en salle de jeu, soit... Mais c'est très bien, c'est très bien. Ça complique un tout petit peu les examens et les visites, mais c'est très bien comme ça. Non, vous la laissez à l'école, très heureuse. Excusez-moi docteur, mais pourquoi c'est très bien qu'il soit en salle de jeu? Pourquoi c'est très bien que cet enfant qui est à l'hôpital, au lieu d'être dans son lit, soit dans la salle de classe? Je crois que ce qui serait bien, c'est que venir à l'hôpital, ce ne soit pas désagréable. Et pour que ce ne soit pas désagréable, il faut que l'hôpital ressemble le plus possible à la vie normale. Il est 23 h, c'est la nuit. Les parents sont partis depuis longtemps. Il ne reste que les infirmières. C'est ce moment que redoute Sandrine. Elle est atteinte d'une maladie du tube digestif et elle ne peut pas s'alimenter normalement. Elle vient régulièrement à l'hôpital, on la met sous perfusion pendant une dizaine d'heures, chaque nuit, loin de chez elle. On sait pas, on est tout seul, on voit pas, les couloirs ils sont vides, il y a de la lumière mais c'est mort, et puis il y a juste les malades et quand on sait pas ce qui va se passer quoi. La pompe à laquelle est branchée Sandrine doit être réactivée régulièrement. À la fin de chaque cycle, une alarme se déclenche pour prévenir l'infirmière pendant que Sandrine dort.
Mais elle veut en avoir le cœur net. Elle veut être sûre qu'on ne risque pas de l'oublier. Première étape de son enquête, l'interview de Alan, son voisin, dont la pompe est en train de sonner. Ça t'inquiète pas, toi, quand il y a la pompe qui sonne, comme ça? Non. Non? Elle vient tout de suite, l'infirmière? Hein? Elle vient tout de suite, l'infirmière? Non. Non? Alors, Sylvie. Alors, quand il y a une pompe qui sonne tout au fond du couloir, est-ce que vous entendez quand vous êtes là? Oui, alors quand on est là, ça dépend, mais quand on est là, on entend toujours, parce qu'une pompe c'est strident, il y a vraiment un son qui s'entend très très bien. Alors ça fait qu'il y a toujours une infirmière qui, toujours, qui entend? Toujours. Ouais. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'accord, bah merci. Pour Sandrine, la nuit sera dorénavant un peu moins angoissante. Pour elle, comme pour les autres enfants, son reportage aura été l'occasion d'apprivoiser un peu plus l'hôpital et la maladie. Je vous présente Cédric, 11 ans, qui habite Paris et qui est en CM2. Il y a 3 ans, Cédric, tu te plaignais de grosses douleurs dans le ventre et on a découvert que tu avais une tumeur. Je crois que tu rentrais de vacances et tu as été hospitalisé immédiatement. Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais à ton arrivée à l'hôpital? C'était très dur parce que j'étais très mal. Et donc je m'en souviens très bien, mais c'est un mauvais moment. C'était vraiment un mauvais moment. Un mauvais moment, oui. Est-ce que tu imaginais la gravité de la maladie que tu pouvais avoir, ou plus exactement, quand l'as-tu compris? Est-ce qu'on te l'a expliqué? On me l'a expliqué, c'était d'abord les médecins, et ensuite ça a été mes parents. Oui. Et donc je l'ai appris une fois qu'on m'a passé les textes. Tu avais 8 ans à l'époque, c'est ça? Oui. À l'époque de ta maladie. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de cancer? Est-ce que tu savais ce que ça signifiait, les risques que ça comportait? En fait, je connaissais le cancer, mais je ne savais pas vraiment les risques, non. Ouais. Tu t'en es rendu compte très rapidement? Non, j'ai su que c'était assez dangereux vers la 3e cure, par là. Et quand tu es allé à l'hôpital, il y avait d'autres enfants qui étaient eux aussi en cure. Comment t'ont-ils accueilli? Comment ça s'est passé, ça? Ils m'ont très bien accueilli, et ils m'ont proposé de jouer dès la première journée. Ouais. Et tu t'y es fait des camarades avec qui tu as conservé des relations? Oui. C'est vrai? Beaucoup? Certains, oui, beaucoup. Et tu les vois, vous vous écrivez, qu'est-ce que vous faites? En fait, on se voit quand on retourne à l'hôpital pour passer des visites contrôlées, mais sinon on ne se voit pas en dehors du temps, normal. Cédric, est-ce que c'est difficile d'être séparé de ses parents? Est-ce que ça t'a fait beaucoup souffrir de devoir rester là quand tes parents, eux, ne pouvaient pas rester? En fait, ça a été dur la première semaine, ensuite je me suis habituée. On s'est habitué assez vite. Maintenant, donne-nous des nouvelles de ta santé. Tout ça, c'est derrière? Oui, maintenant j'y pense plus. Oui. Soulagé, fini? Oui. Une belle bataille que tu as gagnée en réalité. Bon, alors, donne-nous des nouvelles de tes parents. Comment ils vont, eux? Ils vont bien. Ils vont bien? Bon, je vous présente Madame et Monsieur Sahuc. Est-ce que Madame ou Monsieur, comme vous le souhaitez, on vous a informé d'emblée de l'état de gravité dans lequel se trouvait votre fils? Oui, en fait, puisque donc Cédric a eu mal au ventre. Il y a donc une visite chez le pédiatre qui a diagnostiqué une masse dans le bas de son ventre. Il l'a donc fait entrer à l'hôpital en urgence pour faire des examens. On lui a donc fait passer un scanner et le scanner a bien confirmé donc la présence d'une masse de la taille d'une orange qui comprimait sa vessie. Et on vous a dit tout de suite de quoi il pouvait s'agir? Voilà, en fait, oui. On nous a tout de suite dit que cette masse était certainement une tumeur maligne et qu'il fallait le confirmer par une biopsie, donc on l'a su d'emblée, en fait. Et ensuite, à qui est revenue la lourde charge de faire comprendre à Cédric de quoi il s'agissait? C'est vous, les parents, qui l'avez expliqué? C'est le médecin? Tout le monde ensemble? Surtout les médecins, au début. Oui, surtout les médecins, en fait, parce qu'on ne sentait pas vraiment le courage nous-mêmes de lui apprendre ça. Et je crois que c'est plutôt toute l'équipe médicale qui s'en est chargée. Et nous, après, quand on a commencé un peu à mieux comprendre les choses, on a essayé, nous, à notre tour, de l'aborder le plus simplement possible, en dédramatisant le plus possible, surtout. Mais Cédric, tu en savais très rapidement, au moins autant que tes parents, sur tout ça, non? Oui.
C'est-à-dire, en fait, ce qui se passait, on avait tout expliqué à Cédric, et sa maladie, ça s'appelait un lymphome, en fait. Oui. Mais on ne voulait pas prononcer le mot cancer. On ne savait pas comment est-ce qu'il allait l'entendre, en fait, et réagir. Et tout lui a été expliqué, les traitements, etc., mais surtout pas le mot cancer. On avait du mal à... Qui en a parlé le premier? En fait, on l'a jamais prononcé. Et puis, c'est un beau jour, Cédric qui a posé la question de savoir, en fait, cette maladie... dans quelle catégorie elle se classait, il voulait en savoir plus. Et ce jour-là, donc, on a jugé utile de lui dire évidemment la vérité, donc que c'était un cancer. Il y a une autre question que je me pose, c'est que vous avez 2 autres enfants qui sont jumeaux, je crois. Oui, c'est ça. Comment leur avez-vous expliqué que Cédric était malade, sérieusement malade, que c'est une bataille qui allait durer un bon moment, dont on ne connaissait pas exactement l'issue? Comment avez-vous fait? Par étapes? Comment avez-vous procédé? Par étapes, bon, déjà... Quand Cédric est tombé malade, ça a été c'est fait de façon assez brutale en fait, parce qu'il est rentré à l'hôpital et il est revenu à la maison pour la première fois qu'1 mois et demi après. Donc bien évidemment, ses petits frères ont trouvé le temps long. Ils étaient très préoccupés, ils posaient quand même pas mal de questions. Et on a essayé d'être le plus rassurant possible, bien évidemment, en disant que Cédric était tombé malade et que pour être soigné, il fallait qu'il reste à l'hôpital. Que les médecins allaient le guérir, mais que ça allait être très long. Quand Cédric était malade, il avait 8 ans au début de sa maladie. Quel âge avaient les jumeaux? 3 ans et demi. Oui, donc c'est très compliqué. Très compliqué, oui. Ouais. Je voudrais savoir, Madame et Monsieur Sahuc, où avez-vous pu trouver, je vais vous dire, si ce n'est du secours, en tout cas de l'appui, un réconfort moral, j'imagine dans votre famille, vos amis, et puis vous êtes allé voir un psychologue, je crois. Oui, en fait, à notre arrivée à Curie, on a un petit peu... ressenti l'envie en fait de voir une psychologue, parce que déjà pour deux choses qui nous préoccupaient beaucoup. Donc c'était pour ce mot cancer qu'on ne voulait pas prononcer, puisqu'en fait jusqu'avant que Cédric soit malade, il y avait un animateur de télévision qui est décédé des suites d'un cancer et qui avait fait la une des journaux. Donc on était un petit peu angoissés, on savait que Cédric était au courant de ça, et on s'est dit parfois s'il entend prononcer le mot cancer, on ne savait pas comment est-ce qu'il allait réagir. Et la deuxième chose, c'était le fait qu'il allait perdre ses cheveux. Et ça aussi, bon, par rapport à lui, à ses petits frères, on ne savait pas trop comment aborder cette question. Et on avait envie d'avoir un petit peu l'avis d'une personne qui vivait ça, qui voyait des familles qui avaient vécu ça chaque jour. Cédric, c'est toujours comme ça dans ta famille? Quand on pose une question au père et à la mère, c'est la maman qui répond, c'est ça? Non, ça change. Ça change. Bon, aujourd'hui c'est son tour, c'est ça? Oui. Bon, dis-moi Cédric, quand on voit tes cheveux splendides, hein, il y a bien des gens qui envieraient ta chevelure, mais quand tu les as perdus, ça a dû être quelque chose d'inquiétant pour toi? En fait, oui, je me suis pas vraiment fait, mais ensuite, en voyant tout le monde avec son cheveu, je me suis habituée, et ensuite on n'y pense plus, parce que là, il y a un souci. Est-ce que tu as parlé de ta maladie avec d'autres camarades? Non, on essaie justement de l'oublier. Vous n'en parlez pas? Non. Et vous parlez de toutes les choses qui concernent votre âge, de jeux, de classe, oui, voilà. de copains, de copines? Pas de maladie, pas de traitement. Ouais. Et tu as subi, je crois, 5 cures de chimiothérapie, c'est ça? Oui, de 5 jours chacune. Oui. Ça, c'est un peu pénible, j'imagine, hein? Oui. Malade? Enfin, c'était pas vraiment la cure qui était plus dure, c'est la réaction qu'elle provoquait après. Malade? Oui. La deuxième, surtout, je crois, était la plus pénible. Oui, c'était vraiment très dur. Et dans ces cas-là, tu es sans force et tu n'as pas envie de parler avec qui que ce soit, j'imagine? Non, on n'est pas bien du tout quand on a une cure très forte. Bon. Maintenant que tout va bien, on peut regarder un peu en arrière, tu veux bien? Oui. Tu veux te voir? Oui. Tu veux bien te voir? Oui. T'es sûr? Oui. Bon, tu m'en voudras pas, tu l'auras voulu, hein? Oui. Alors on y va. Voici quelques images qui sont extraites d'un documentaire réalisé par Denis Gerbrandt il y a 3 ans, lorsque Cédric était hospitalisé à l'Institut Curie, au sein du service du docteur Jean-Michel Zucker. Ce brillant jeune homme avait 8 ans et il parlait de sa maladie. Vous allez voir aussi avec quel sérieux il a parlé des autres sujets qui préoccupent naturellement toute personne atteinte d'une maladie de cette nature, alliant la gravité de la réflexion sur la fin de la vie et puis aussi sur les rêves, c'est-à-dire de l'espoir, et même sur le futur. Voici M. Cédric à l'âge de 8 ans. Qu'est-ce que ça fait découvrir que la vie, hein? C'est
que la vie c'est immense et il y a plein de dangers quand même. Et qu'il faut faire attention de ne pas se faire écraser et d'essayer de pas attraper froid parce que ça fait quand même des petits soucis quand on a un rhume. Parce que il faut prendre des médicaments et les médicaments c'est jamais bon. Et il faut rester au lit toute la journée. Mais la vie est immense et puis en même temps on peut faire plein de choses. Non? Mais il y a quand même plein de dangers. Ça apprend qu'il y a plein de dangers. À mon avis, il n'y a pas que cette maladie-là qui apprend. Les dangers, bien sûr. Alors ça va donner peur de la vie? Quoi? Ça va te donner peur de ce qui peut t'arriver? Non. Par contre, ça peut aussi nous donner peur un petit peu que la maladie revienne. Ah oui. Parce que c'est vrai que on préfère l'avoir une fois que deux. Tiens. La vie est immense, plutôt tu es au début de ta vie, toi. Et je me demande comment c'est quand on est mort. Personne ne peut l'expliquer vraiment. Ben non. Toi, tu vois ça comment? On va dans le ciel et on fait une vie pareille que là, mais sauf que c'est que le soleil c'est dans le noir et c'est dans les étoiles, mais c'est comme s'il y avait le soleil. Oui. Extrait du document de Jean-Michel Zucker qui s'appelle « La vie est immense et pleine de dangers », c'est ta phrase d'ailleurs. Donc à 8 ans, tu deviens déjà un auteur célèbre puisque je suis en train de citer maintenant ce que tu dis. Tu vas bêtement, je répète. Cédric, quand tu revois ces images, qu'est-ce qui te revient en premier de cette période? Une foule de choses? Oui, plein de choses, mais... Par exemple? Les infirmières. Les infirmières. Ah oui, tu commences par, on va dire, le côté le plus chaleureux de l'accompagnement. Hein? Et tu parlais beaucoup avec elles, par exemple? Assez souvent, oui. Il n'y avait pas d'infirmier, d'ailleurs, au fait? Oui, il y en avait un. Ah bon, mais tu ne m'en parles pas. C'est un oubli. Bon, sérieusement, et à part les infirmiers ou infirmières, qu'est-ce qui te revient en tête? Parce que tu es resté longtemps, tu as fait... tes séjours ont été relativement nombreux, donc tu as une foule de choses, j'imagine. Oui, il y avait souvent mes copains que je me rappelle très bien. Ouais. Et les soirées, enfin les après-midi qu'on passait dans la salle de jeu, où il y avait des jeux d'organiser. Et les choses que tu disais dans ce film, tu les penses encore ou maintenant tout ça est très loin? C'est assez loin maintenant. Adulte? Non, je n'ai pas encore choisi. Je n'ai pas encore choisi. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu étais extrêmement sérieux? Non. Eh bien voilà. Mais c'est un compliment. Hein. Je voudrais aussi savoir comment tu as pu mener de pair, pardonne-moi, un minimum de travail scolaire et la thérapie, les cures que tu as suivies. Tu as travaillé un minimum pour l'école? Oui, en fait ça dépend un peu, parce qu'il y avait des fois c'était 2 heures et d'autres c'était un quart d'heure. Est-ce que ça a mis Cédric très en retard du point de vue scolaire ou pas vraiment? Non, il a pas perdu. Il a réussi à passer l'année suivante en fait sans difficulté. On a l'impression que ce jeune homme est très déterminé, une grande force. Oui, il a une assez grande force de caractère.
Ouais. Je vous présente Julien. On dit Busanca ou Busança? Busanca. Busanca, merci beaucoup. Tu vas avoir 13 ans, je crois, au mois de mai. Oui, c'est ça. Et tu habites Marseille, classe de 5e. Et il y a 1 an et demi, on a découvert que tu avais un cancer des ganglions. Est-ce que tu savais de quelle maladie tu souffrais quand tu es entré à l'hôpital? Ah non. Non, je l'ai su après. Qui te l'a expliqué? Ben, d'abord, c'est le docteur. Oui. Qui m'a dit que j'avais la maladie de Hodgkin, qu'on allait me faire de la chimio et après des rayons. Il m'a dit que j'allais perdre mes cheveux. C'est tout. Et tu as perdu tes cheveux? Oui, j'ai perdu mes cheveux. Et après, ils ont repoussé encore plus drus, encore plus épais? Oui. Hein? Ça a duré combien de temps le traitement de ta maladie? Je ne me souviens plus. Oui. Madame, vous êtes la maman? Oui, monsieur Cavada. Il a eu 5 cures, 4 cures de 5 jours de chimiothérapie. Le tout étendu sur combien de temps? Sur 6 mois. Oui. Donc, d'une certaine manière, par rapport à Cédric, une hospitalisation beaucoup plus courte. Plus courte. Il allait en hôpital 2 jours faire ses cures de chimio. Oui. Julien, est-ce que tu te souviens des moments que tu as passés à l'hôpital et est-ce que tu as été par moments découragé ou est-ce que tu avais à l'hôpital la même vitalité, la même force qu'on te voit ici? Ah oui. Ah, ça, oui. Ça s'appelle la pêche. Voilà. C'est ça? Tu ne t'es jamais interrogé sur l'issue de cette maladie ou bien au contraire tu l'as fait et tu n'en as rien dit à personne? Non, je me suis jamais dit qu'est-ce que c'est grave, c'est pas grave, Je savais que c'était grave, mais que j'allais guérir. Ça, j'en étais sûre. C'était plus facile de vivre avec ta maladie à l'hôpital ou à la maison chez toi? À l'hôpital, c'était plus facile. Pourquoi? Parce qu'au moins, je sais que si jamais j'ai un problème, au moins... tout le monde est là? Tout le monde est là, il y a tous les docteurs, les infirmières. Oui. Je vous présente le professeur Daniel Alagil, qui est pédiatre, qui est chef du service d'hématologie pédiatrique au Kremlin-Bicêtre, c'est dans la région parisienne. Vous y avez exercé cette responsabilité, du moins, monsieur, pendant, je crois, 27 ans, ce qui est une longue et jolie carrière. Je voudrais savoir quelles questions les enfants hospitalisés vous posent-ils et comment y répondiez-vous? La question la plus permanente qui nous est posée, c'est quand est-ce que je sors? C'est qui témoigne de la part de ces enfants, d'une façon générale, d'un désir forcené de sortir de ce que l'on peut considérer être l'enfermement hospitalier et l'enfermement de la maladie. Et jamais nous sommes interrogés sur la gravité. C'est quand est-ce que j'en sors? Je sors. Je vous présente le docteur, ou plutôt le professeur Gérard Chaison, qui est chef du service d'hématologie pédiatrique à Saint-Louis, c'est aussi à Paris. Et je vous pose la même question. Est-ce que chez vous, ça se passe de la même manière? Quelles sont les questions qui vous sont posées? La première question posée est la gravité de la maladie. Par les enfants? Par les enfants. Je crois que les enfants sont très conscients de la gravité de leur maladie. On ne peut pas leur cacher le diagnostic. Ils veulent savoir s'ils vont guérir. Et après, du moins en hématologie, en cancérologie, quand ils vont sortir. C'est qu'ils... Comment expliquez-vous à ces enfants la gravité? Est-ce que vous le dites d'un coup? Est-ce que vous mesurez leur capacité de réceptivité? Est-ce qu'on y va petit à petit en expliquant progressivement? Comment faites-vous? Vous savez, les mots n'ont pas la même signification à des âges différents. Que veut dire le mot leucémie et cancer à 5 ans? Ça n'a pas la même signification que ce même mot dit à 10 ans. Mais l'enfant est bien conscient. Il voit l'inquiétude de ses parents, il voit les soins dont il est l'objet, il voit tous les appareils que l'on a montrés ici et qui sont tout à fait inhabituels. Il sait que c'est une maladie qui n'est pas ordinaire. Comment faisiez-vous, monsieur Alagil? Est-ce que vous expliquiez de la même manière que votre confrère Gérard Chaison, graduellement, et selon l'âge bien entendu, ou est-ce que certains enfants vous réclamaient la vérité d'une seule pièce? Les enfants réclament toujours la vérité. Et nous devons résister à cette demande, par respect de l'enfant. Et son désir de savoir doit être modulé par ce que nous avons à notre disposition, c'est-à-dire des connaissances sur le devenir de la maladie. Et nous devons toujours laisser une fenêtre le plus large possible sur l'espoir. Si au contraire nous disons vraiment la vérité, tout ce que nous savons, cette fenêtre se ferme. Est-ce qu'un enfant a toujours envie de se battre ou est-ce qu'au contraire vous avez vu dans votre métier des enfants qui finalement baissaient les bras? Il y a des enfants qui baissent les bras, mais c'est le rôle de l'équipe soignante, médicale et paramédicale, de lui apporter, outre la technologie médicale extrêmement poussée comme elle l'est aujourd'hui, ce qui doit environner cette technologie et permettre à l'enfant non seulement d'accepter
mais même d'être complice de sa vie à l'hôpital. Quel rôle, M. Chezon, joue la famille, les copains, dans cette bataille qui est imposée à l'enfant et évidemment, c'est la moindre des choses que de le dire, par surprise? Dans les propos de Cédric tout à l'heure, il est bien apparu deux types de guérison. La première qui était la guérison biologique, c'est un peu dans la définition du dictionnaire, recouvrer la santé. Et puis deuxièmement, la guérison psychologique. Et lui, il a bien insisté sur le fait que maintenant, il se sentait normal. Et pour un enfant, la guérison psychologique, c'est important et ça se prépare dès le moment où l'enfant est hospitalisé. C'est l'école à l'hôpital et c'est pour répondre à votre question, l'entourage, les parents, les enfants, les infirmières. C'est-à-dire que tout, dès le départ, doit être fait pour organiser la sortie. Pour organiser la sortie. Et lorsque le premier jour de l'hospitalisation, on parle déjà du retour à l'école, de la reprise des activités sportives, c'est un élément important. Et je m'excuse, et il restera une troisième guérison à ajouter, qui est la guérison sociale. Il faut que la société accepte d'intégrer cet enfant qui a vécu une maladie grave comme un individu normal, sans tenir compte de son passé médical. Oui. Et c'est peut-être la guérison la plus difficile à obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire comme un individu normal? Parce qu'on a tendance à avoir de la compassion, de l'affection presque, je dirais, plus abondante pour un enfant qui a souffert. Est-ce que c'est un mauvais service qu'on lui rend? Je crois qu'il a répondu lui-même, il veut être considéré comme un enfant normal. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Je suis d'accord. La maman Julien? Tout à fait d'accord avec vous. Normalement? Normalement. Oui. Je peux intervenir? Je vous en prie, monsieur. Je voudrais dire que ce qui caractérise la médecine des enfants, par opposition à la médecine des adultes, c'est que médecins et infirmières, et Cédric a bien placé les infirmières là où elles étaient, ne peuvent faire ce métier difficile, douloureux pour ceux qui l'exercent, face à ceux qui le subissent, que s'il y a une formidable donnée d'amour de la part de ceux qui soignent à ceux pour qui ces soins sont faits. Et les enfants sont extrêmement perceptibles. Et il s'établit avec la famille un réseau d'amour autour de l'enfant malade qui est le propre de la médecine des enfants, qui ne se retrouve peut-être que plus tard autour de la médecine des gens très âgés. Et pendant que je vous écoute, professeur Alagil, je suis en train de me dire que vous créez de cette manière, la famille crée une situation anormale, puisque au fond elle entoure tellement que quand le gosse va ressortir, il ne sera plus ni souhaitable ni normal qu'il retrouve le même environnement. Comment, à partir de ce moment-là, détacher? Gérard Chezon a très bien dit que le trajet qui mène de la maladie à la guérison, quelquefois plus difficile que le trajet inverse. Et que nous devons en effet, dès le départ, préparer ce retour avec tout ce dont nous disposons. Mais nous ne sommes jamais en compétition avec la famille, nous sommes toujours ses complices, comme nous sommes les complices de l'enfant. Je voudrais demander à Gérard Chezon une chose assez précise. La parole n'est pas toujours facile. Quand les enfants ne parlent pas, ils dessinent. Est-ce que les dessins vous sont d'une grande utilité? Tout à fait, je crois qu'on va montrer... On y va, on va regarder le vôtre, un de ceux qui viennent chez vous. Oui. Un concours de dessin a été organisé avec la Ligue contre le cancer et la Maison Crayola. Et le thème de ce concours de dessin était les 4 saisons. Et je vous montre ici le dessin réalisé par un enfant nantais, hospitalisé dans le service de pédiatrie oncologique à Nantes, et où l'enfant, je pense, s'est représenté lui-même. On le voit de dos. Un enfant de quel âge? C'est un enfant d'une dizaine d'années. Il est vu de dos, il se représente lui-même. Vous voyez qu'il n'a plus de cheveux. On voit les perfusions de sang et une autre perfusion qui coule. Il y a le temps qui est marqué par la pendule et cet enfant regarde par la fenêtre et voit ce qui se passe à l'extérieur. Et dehors, c'est plein de couleurs. Et dehors, c'est plein de couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rêve à l'extérieur. Je crois que c'est la meilleure illustration de l'émission que vous êtes en train de réaliser maintenant. Je voudrais demander à Madame et Monsieur Sahuc comment eux-mêmes ils ont traversé ces 3 ans. Quelle a été la part de peur et à partir de quand l'espoir est devenu, je dirais, indéracinable? Monsieur. Disons que le plus dur à vivre, c'est le premier mois, en fait. C'est lorsqu'on vous apprend la gravité de la maladie. Là, c'est vraiment un moment terrible à passer pour les parents, bien sûr. Et petit à petit, après, on se fait à l'idée que l'enfant est malade, bien sûr. Et on essaie de l'entourer le mieux possible. Quelle a été la part de peur, parce que quand c'est son enfant dont il s'agit et d'une maladie pareille, bien évidemment on pense au pire, et puis à partir de quand l'espoir pour vous a été évident? Mais en fait l'espoir... Au bout de quelques semaines? Au bout de quelques semaines, oui, je pense que l'espoir c'est surtout Cédric qui nous l'a donné,
parce qu'il s'est toujours, il n'a jamais baissé les bras, il s'est toujours battu en fait. Et cet espoir, je crois qu'on le prenait auprès de lui en fait. Ouais. Est-ce que tu sentais, Cédric, que tes parents étaient angoissés, se posaient plein de questions? Oui, ils étaient angoissés, ça se dit, et je me posais des questions. Et c'est toi qui les aidais, si j'ai bien compris, tu les as réconfortés, le mot est exact? Oui, un peu, puisque... Voilà. Parce qu'il fallait, quoi. Oui. Ouais. C'est vrai, ça, c'est exact? Oui, si, en fait, on a des hauts et des bas, bien évidemment, et je pense que, en fait, Cédric et puis ses petits frères aussi qui étaient là, et la vie continue, malgré tout, c'est très difficile à vivre, mais on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et on ne peut pas raisonner égoïstement, on doit vivre pour les enfants avant tout, donc et pour Cédric et ses petits frères. Et je voudrais poser à Madame Gallia, la maman de Julien, la même question. Est-ce que lui-même vous a réconforté? Oui, pas tout à fait. Hein. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Bon, parce que Julien a un caractère assez fort. Oui. Hein, donc, pour moi, bon, quand on m'a appris sa maladie, ça a été très, très dur à accepter. Mais on m'avait dit qu'il aurait 90% de chances qu'il guérisse. Donc, j'ai dit, il faut foncer, faire le traitement et on verra. Si vous prenez cette émission en cours, vous regardez une marche du siècle d'un caractère un peu exceptionnel, puisqu'elle est consacrée ce soir aux enfants malades et surtout à l'environnement, à la périphérie dont ils ont besoin pour vivre une vie normale, comme l'ont dit deux d'entre eux, c'est-à-dire Cédric et Julien, qui sont sur ce plateau, accompagnés de leurs parents, des pédiatres et des responsables de l'association Envol pour les enfants européens, que M. Paul Newman et ses amis français, notamment Jean Drucker, le président de l'association, se proposent d'installer en France, et je reviendrai à vous, M. Newman, dans un instant. Je voudrais vous présenter une dame qui a beaucoup d'intérêt, puisque c'est une infirmière au CHU de Brabois, à Nancy, hôpital des enfants malades. Depuis 10 ans, madame, vous êtes infirmière auprès de ces enfants. Et pourquoi dites-vous que ce sont souvent les petits malades eux-mêmes qui vous donnent de l'énergie? J'aurais des exemples, en gros, parce que ça paraît à peine croyable qu'un petit bonhomme de 8-9 ans, comme c'était le cas de Cédric, en gros, soutienne le moral de ses parents. Or, c'est parfois le cas. Ce qui est agréable de travailler avec les enfants, c'est qu'ils ont tout le temps le sourire. Et ils ne sont pas du tout rancuniers. On peut venir dans une chambre, leur faire un traitement, on leur explique bien sûr, mais on peut revenir 10 minutes après jouer avec, l'enfant il n'est pas du tout rancunier. Et c'est la joie de vivre, ils ont une ténacité, un courage. C'est vraiment spectaculaire chez les enfants. Je pense que même le jour où nous on est tristes comme infirmières, ils arrivent toujours à nous remonter le moral pour... Ils sont très très gais, les enfants malades. D'ailleurs, on n'a pas l'impression, quand on rentre dans un hôpital d'enfants malades, qu'ils sont malades. C'est ça le problème. Même dans les cas où l'issue est inexorable et qu'au fond les adultes et vous, personnel soignant, êtes accablés. Je pense que la vie, elle continue jusqu'au moment où elle doit partir et il n'y a pas du tout, on ne fait pas du tout la différence. Oui, c'est la parole de Cédric et de Julien tout à l'heure, d'ailleurs. Ah oui, la vie se poursuit. Mais ce qu'il y a de plus beau chez les enfants, c'est qu'en plus, ils protègent leurs parents. C'est-à-dire que nous, on observe quand les parents sont là. Par exemple, les enfants qui ont mal, bien souvent, ils disent rien devant les parents pour ne pas encore leur faire de la peine parce qu'ils savent déjà qu'ils ont plein de choses à supporter. Et c'est souvent nous qui avons l'œil pour... Est-ce que les enfants, Madame Martini, vous parlent plus facilement que les adultes dans les mêmes situations? Oui, je pense que les enfants nous parlent facilement. Et on est vraiment un petit peu complice entre les parents et l'enfant, c'est-à-dire qu'il nous transmet ce qui ne va pas à l'enfant. Oui. Quand un enfant est à l'hôpital, selon vous, qu'est-ce qui lui manque le plus? Ce qui est important pour lui, c'est la qualité de vie à l'hôpital. C'est l'accueillir, c'est faire une grande famille avec eux, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils aient une confiance avec nous. C'est aider leurs parents, quand ils habitent loin, à trouver un moyen d'hébergement pour qu'ils ne soient pas stressés. Le plus difficile, c'est quand même dans nos services, c'est que nous, on n'accueille pas les frères et les sœurs. Là, il y a une petite coupure de la famille. Et ça c'est difficile. Je crois qu'on n'a encore pas tout trouvé pour que les frères et sœurs puissent voir celui qui est malade. Qu'est-ce qui devrait être fait, madame, pour les enfants et qui, en réalité, n'est pas fait parce qu'on n'en a pas les moyens, parce que les problèmes matériels, parce qu'on a mis beaucoup de temps aussi à mettre les enfants dans des situations qui soient du meilleur confort possible? Qu'est-ce qui devrait être fait? Je pense que le problème, souvent, les hôpitaux ont été construits sur une structure et une architecture qui date de très 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 longtemps. Par exemple, il y a souvent les hôpitaux ont été construits pour de la pédiatrie générale et c'est après que le service est spécialisé. Donc on n'a pas tout n'est pas prévu, c'est-à-dire il faudrait que les autres enfants puissent faire le tour de la chambre sans pouvoir rencontrer le frère, qu'il y ait des interphones, mais tout n'est pas fait dans tous les hôpitaux. Il y a encore une amélioration. Monsieur Newman, je ne suppose que vous n'avez pas
forcément appris grand-chose ce soir sur ce plateau, mais les témoignages des enfants sont quand même irremplaçables. Qu'est-ce que ça vous suggère, tout ce qui se dit ici? Well, this is a wonderful compendium, but, je crois que tout cela est extrêmement passionnant. Au fond, ça me fait penser à une chose. En Californie, j'avais rendez-vous, j'avais visité une petite fille qui s'appelait Anita, et le docteur m'avait dit qu'elle n'avait plus que 2 ou 3 semaines à vivre. Et elle m'a dit qu'elle allait aller à un camp de vacances au mois de juin. Et le docteur m'a dit, peut-être pourra-t-elle vivre jusqu'au mois d'avril, mais guère plus. Mais certainement pas, en tout cas, jusqu'à juin. Et le 12 juin, elle est arrivée dans notre camp. Bon, elle n'y est arrivée en voiture. Elle a traversé tous les États-Unis parce qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion à cause de ses difficultés respiratoires. Elle est restée 2 semaines au camp. Elle a passé une période merveilleuse. Elle est rentrée. Et elle est arrivée jusqu'à Dallas, mais elle n'a pas pu arriver jusqu'à Los Angeles. Alors, sur le plan psychologique, c'est peut-être pas un exploit que de garder quelqu'un en vie comme cela, mais s'imaginer qu'elle a pu survivre comme ça 3 mois et demi, c'est quelque chose pour nous d'extraordinaire. Et moi, ça, en tout cas, ça m'a frappé. Et c'est tout à fait vrai. Les enfants qui souffrent protègent leurs parents. Ils n'en parlent pas, mais ils partagent leurs secrets, ils partagent leurs souffrances entre eux, ils en parlent entre eux. Dans le camp, il y a autre chose également. Les gens qui viennent au camp pensent que ça va être très triste. Et en fait, les enfants qui sont là, la camaraderie entre eux, ce réconfort mutuel qu'ils s'apportent est énorme. On va revenir tout à l'heure dans la troisième partie de cette émission à votre expérience que vous avez lancée aux États-Unis, les moyens impressionnants en temps, en argent que vous trouvez vous-même ou que vous générez et que vous y consacrez, et à l'implantation qui aura lieu en France. Auparavant, je voudrais qu'on consacre quelques instants à regarder l'environnement des enfants malades, les lacunes, ce qui est fait bien sûr, mais les lacunes aussi, parce que ce qui est fait, c'est ce qui n'est pas fait qu'il faut améliorer. Il y a 3 ans et demi, nous avions rencontré une jeune fille que vous avez probablement encore en mémoire, parce que c'était une merveilleuse petite boule rousse, très beaux cheveux, une jeune fille qui s'appelle Sabrina et sa maman Chantal, pour une des éditions de la Marche du siècle, consacrée aux maladies génétiques. Et ces 2 jeunes femmes, puisque Sabrina est maintenant une grande jeune fille et sa maman est à côté, sont d'ailleurs là ce soir. Sabrina avait alors 11 ans et demi, elle souffrait de la mucoviscidose depuis sa naissance. En France, il faut que vous sachiez qu'un enfant par jour naît avec cette maladie héréditaire. C'est la plus grave et la plus fréquente chez l'enfant. Elle provoque une dégradation des systèmes digestifs et respiratoires. Je voudrais faire un petit retour en arrière pour vous proposer d'écouter ce que Sabrina avait dit à l'époque à Isabelle Doumac. Allez, viens, j'ai plus de tout. Il y a des moments où il y a beaucoup de larmes qui évacuent. Mais la plupart du temps, je suis très gaie. Mais bon, il faut vivre comme ça. C'est pas parce que je suis malade que la vie s'arrête. Hein. Voilà Sabrina, aujourd'hui telle qu'elle est, c'est-à-dire avec des cheveux longs, avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'il y a dans les cheveux un chouchou, c'est ça? On va dire ça. Et puis
Sabrina aujourd'hui a 15 ans. Évidemment, son état ne s'est pas amélioré parce que c'est une maladie qui, en général, évolue de façon beaucoup plus lourde et pesante. La maladie pèse en effet de plus en plus sur la vie de Sabrina, sa vie quotidienne et sur celle de sa maman. Et je voudrais que vous puissiez suivre pendant quelques minutes comment Sabrina vit aujourd'hui. Châtenay-Malabry en région parisienne, il est 5h30 du matin. C'est l'heure de la visite de l'infirmier. Il vient soigner Sabrina Perkis. Afin de ne pas la réveiller, il possède un double des clés de l'appartement. Sabrina est en hospitalisation à domicile. Pendant 15 jours, tous les 2 mois, l'infirmier lui fait des perfusions d'antibiotiques. Ce masque sur le visage de Sabrina est un respirateur. Le bruit que l'on entend, celui de la machine qui diffuse l'oxygène. Ces tuyaux relient Sabrina à cette machine. Depuis 2 ans, elle ne peut plus dormir sans. L'état de ses poumons s'est détérioré. La nuit, ses bronches produisent un mucus trop épais qui l'empêche de respirer. Chaque perfusion dure 1 heure. L'infirmier reviendra 3 fois dans la journée. Ces cures d'antibiotiques permettent d'éviter des infections à répétition. 1 heure plus tard, Sabrina se réveille et éteint son respirateur. L'aggravation de son état pèse sur sa vie d'adolescente. Mais la principale contrainte, c'est l'oxygène. À partir du moment où maintenant que j'ai l'oxygène, c'est une galère pour partir en vacances. Je peux plus dormir chez mes copines. Faut savoir expliquer aussi nanana. Et bon, ça va, le masque, au début j'ai eu du mal à m'y faire pour dormir, mais maintenant ça va. Mais c'est vrai que c'est une charge. L'oxygène ne suffit pas. Il faut lui désencombrer les bronches. C'est le travail de la kinésithérapie respiratoire. Un acte vital. C'est quotidien. Et quand elle est à l'hôpital, c'est 2-3 fois par jour. À l'école, sa place est vide. Trop fatiguée par les soins, Sabrina n'ira pas en cours de maths. Une absence de plus. Dans l'année, à cause de sa maladie, elle rate 2 à 3 mois d'école. Sabrina est inscrite dans ce collège depuis 4 ans. L'administration gère son cas un peu à part, en ne tenant pas vraiment compte de ses résultats scolaires. L'objectif d'épanouissement psychologique, qui est l'objectif premier que nous nous sommes fixés avec Sabrina, nous tendons vers cet objectif et bon, c'est vrai qu'on ne peut pas lui demander au plan scolaire la même chose qu'à ses camarades de classe. Dans la classe de 4e, c'est Aurélie qui aide Sabrina à rattraper ses absences. Elle lui apporte chez elle les cours manqués et joue le rôle de professeur. Salut! Ça va? Ça va et toi? Depuis l'autre jour. Le collège aussi soutient Sabrina. Il y a 1 mois, il lui a payé un 2e jeu de livres de classe. Elle en garde un chez elle et un au collège et évite de se fatiguer en portant un cartable trop lourd. En plus de son retard scolaire, Sabrina supporte difficilement le regard des autres. Aurélie devient alors l'amie complice qui l'aide à cacher sa maladie et à justifier auprès des camarades de classe ses absences. Elle me demande surtout quand est-ce qu'elle reviendra. Surtout plein de questions comme ça, mais... Aurélie sait jamais trop quoi répondre. Alors des fois, je lui au téléphone, quand je pars à l'hôpital, je lui dis écoute, je t'appelle ce soir. Et puis à ce moment-là, on en parle, qu'est-ce qu'elle doit dire aux autres et tout. Bon, la dernière fois, elle a dit que j'avais la grippe. L'année dernière, j'avais dit que j'avais l'appendicite. Enfin, 15 fois dans l'année, pas trop. J'ai pas mal de copains et copines qui fument. Ils me disent ah, tu fumes une cigarette? Non, non, je suis asthmatique. Ouais, alors moi aussi.
Oui, mais non. Quand j'ai des grosses cannes de tout en classe, ah, ça c'est l'horreur. Quand j'ai des grosses cannes de tout en classe, je sais plus quoi faire. Je suis là. Je deviens toute rouge. J'essaye de me retenir, de me bloquer et tout, sinon tout le monde se retourne tous, ça va, ça va, ça va. Mais j'aimerais bien respirer, c'est surtout ça. À l'heure actuelle, la mucoviscidose est une maladie toujours incurable. Malgré les nombreux traitements quotidiens, médicaments, kinésithérapie respiratoire, aérosols qui diffusent des antibiotiques et les séjours à l'hôpital très fréquents, Sabrina s'essouffle de plus en plus vite. Fini la danse et le patin à glace, trop fatigant. La piscine lui est interdite, trop de microbes. Ses seuls loisirs, le cinéma et le lèche-vitrine au centre commercial. Poisson, intelligent, calme et sensible. Ah, je sais. Et là encore, pas trop longtemps, elle se fatigue même en marchant. Son univers se confine de plus en plus aux 4 murs de son appartement avec sa mère. Elle ne peut même plus partir en vacances dans des centres médicalisés. Ouais, lui, il a la muco, elle a la muco, elle a la muco, elle a la muco. Enfin, en fait, ils ont tous la muco, quoi. Elle y allait depuis l'âge de 6 ans. Depuis 2 ans, c'est terminé. Depuis que des médecins ont découvert que les malades de la mucoviscidose étaient contagieux entre eux. Ils peuvent se passer des microbes qui entraîneraient une aggravation de leur état. Pourtant, ces vacances représentaient autant pour la fille que pour la mère. De l'air, hein. Ok, sympa la mère. De l'air, pour elle et pour moi. Moi, j'avais 1 mois dans l'année où j'oubliais la maladie. Et elle avait 1 mois dans l'année où elle oubliait aussi sa maman qui l'étouffe toute l'année. Je suis allée la voir un week-end 1 fois, mais bon, apparemment, elle n'avait vraiment pas besoin de moi. Visiblement, elle respirait autant que moi. Donc, en fait, c'est vrai que toute l'année, on attendait ce mois de juillet qui nous permettait de respirer chacune de notre côté. Maintenant se pose le problème de trouver un point de chute pour les vacances. Où l'envoyer? Sachant que elle est malade, c'est une grave maladie, les gens ont peur. Aïe. De quoi? Ouais, c'est vrai, les gens ont peur. Ouais, enfin. Tu débarques avec ton oxygène, ton kiné, tes médicaments. Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là avec ses valises? Bah oui. Même si on me proposait, j'oserais pas, je serais gênée. Enfin, de toute façon, on ne nous propose pas. Le problème ne se pose pas. Mais bon, c'est pas évident, quoi, de trouver... Le problème financier aussi les préoccupe. Chantal se débrouille seule avec sa fille depuis 7 ans. À la mairie de Châtenay-Malabry, où elle travaille, on comprend ses absences, on accepte ses retards liés à la mucoviscidose de sa fille. Mais son seul salaire, environ 10 000 francs par mois, ne suffit pas pour payer des vacances. On s'en sort. On s'en sort. On ne vit pas dans le luxe, on n'est pas dans la misère. Mais bon. Des fois, c'est dur. Il y a des fins de mois difficiles, hein. Mais bon. Il y a plus grave. Qu'est-ce que tu fais? Chaque soir vient l'heure du puzzle et de l'aérosol. Là encore, la mère et la fille ne peuvent oublier cette maladie qui les empêche de raisonner en termes d'avenir. Le quotidien de Sabrina et de sa maman, suivi par Isabelle Douminc, qui depuis plusieurs années en effet suit cette famille. Je voudrais vous demander, Madame et Monsieur Sahuc, si la maladie de Cédric vous a occasionné des difficultés financières. C'est une maladie lourde et longue. Oui, bien sûr. Donc nous, dans notre malheur, nous avions la chance de travailler dans une entreprise familiale. Et donc pour nous, ça a été un peu plus facile, disons, qu'à la normale. Mais c'est sûr qu'à l'Institut Curie, certains parents avaient d'énormes difficultés financières. Du fait qu'il fallait qu'ils se logent, qu'ils arrêtaient carrément le travail pour certaines personnes. Et c'était assez... Je pense qu'il y avait de gros problèmes. Vous voyez ça souvent, Madame Martini, dans votre hôpital, des familles qui ont des difficultés financières oui, on le retrouve du fait de cette maladie? On le retrouve de plus en plus parce que, bien sûr, la maladie touche toute la société
Et en plus, nous, on n'avait pas de moyens d'héberger les parents jusqu'à l'année dernière où il y a une maison des parents qui a été construite. Mais par exemple, on avait des parents du Luxembourg qui faisaient des allers-retours tous les jours et ça durait pendant des mois. Et en plus, les parents sont fatigués. Bon, on a les assistantes sociales, il y a des associations, heureusement, qui aident ces parents pour essayer de faire vivre le mieux possible la maladie à leurs enfants sans leur faire subir les problèmes financiers qu'eux ont à régler. Je voudrais demander à M. Chaison et à M. Alagil si l'hôpital a des moyens pour supporter, pour aider ces familles, d'une part, et pour supporter surtout, au sens classique du terme, l'hospitalisation. Qu'est-ce que l'hôpital peut faire, Gérard Chaison? L'hôpital peut héberger les parents. Et dans certains services, l'enfant est hospitalisé avec l'un de ses parents. Ce qui fait que ça facilite le travail des infirmières. Et d'autre part, il n'y a pas de coupure avec le milieu familial. L'enfant sait qu'il va rester avec sa mère ou avec son père. Et M. Alagil, votre avis? Nous avons une conception un petit peu différente et nous avons été à l'origine de la création de la première maison de parents. Il y a très longtemps déjà? C'était en 85, à l'intérieur d'un hôpital d'enfants. Précisément pour permettre aux parents venant de loin ou même de l'étranger de retrouver une vie eux-mêmes, faire leurs courses, faire leur cuisine, dormir dans un studio luxueux et pouvoir consacrer le temps de libre qu'ils récupèrent ainsi auprès de leur enfant où ils sont alors un peu désangoissés, un peu débarrassés de l'angoisse permanente que la maladie de leur enfant hospitalisé leur apporte. Et dans ces conditions de relâchement, si je puis dire, de l'angoisse, ils deviennent des personnes très utiles à l'équipe paramédicale, dont ils vont prendre une partie des tâches, en donner les toilettes, s'occuper des repas, des changes pour les enfants plus jeunes. Et cette manière de s'occuper de leur enfant pendant qu'il est hospitalisé les déculpabilise d'avoir un enfant à l'hôpital et malade. C'est-à-dire, au fond, leur donne plus d'énergie pour être au niveau de ce que réclame l'enfant. Et en outre, de ce fait, ils sont, ces parents, beaucoup plus acceptés par l'équipe soignante que lorsqu'ils sont 24 heures sur 24 dans la chambre. Cédric, je voudrais éclaircir un point avec toi, si tu me permets. Lorsque tu es sorti de l'hôpital au bout de 6 mois et que tu as pu commencer à retourner à l'école, il paraît que tu as demandé à ton institutrice de faire dans la classe un cours sur le cancer. C'est exact? Ce n'est pas vraiment un cours, c'était raconter un peu ce que j'avais eu. Oui. Et donc, j'aurais raconté ce que j'ai eu et j'ai apporté l'habit d'une infirmière. Oui. Et pourquoi tu as demandé à ton institutrice de le faire? Pourquoi, par exemple, ça t'ennuyait d'en parler toi-même? C'était difficile d'en parler toi-même, peut-être, non? Oui, c'était pas très facile. Est-ce qu'elle a fait? Ça te convenait bien? Oui. Tu n'avais pas besoin de repasser derrière elle pour expliquer? Elle avait fait son travail, quoi. Tout allait bien. Oui, je te torture, hein, Cédric. À côté de vous, Monsieur Newman, il y a Julien. Julien, je voudrais que tu expliques, puisque toi tu es allé aux États-Unis, dans le camp de la Fondation Paul Newman, comment ça fonctionne. Je voudrais que tu l'expliques dans un instant, parce qu'avant, on va d'abord regarder à quoi ça ressemble. Paul Newman a en effet constitué autour de son nom une sorte d'entreprise à vocation caritative. La collecte de fonds est une activité à part entière. Elle est gérée par des cabinets spécialisés dans ce pays qui bénéficient d'ailleurs, il faut le dire, d'une législation fiscale qui est beaucoup plus favorable que ne l'est la nôtre. À bon entendeur, salut. Cette collecte de fonds permet naturellement de mener à bien, avec des fonds privés, un but public, ce qui est toujours autant pour soulager l'État. Mais pour réunir ces millions de dollars qui sont donnés à des associations caritatives et pour financer les centres de vacances qui sont gérés par les activités de Paul Newman, eh bien, M. Newman s'appuie sur une idée qui est assez originale, un commerce très lucratif et très inattendu sur lequel on lui demandera tout à l'heure d'expliquer l'origine. D'abord le reportage de Stéphane Auman, Lionel de Coninck et Geneviève de Montgolfier sur un exemple d'un camp de la Fondation Paul Newman, après quoi vous allez voir, cette idée-là est partie d'un hasard extraordinaire. Cette vinaigrette est différente de toutes les sauces salades que vous connaissez. Sa particularité n'est pas dans son goût, mais sur l'étiquette. Au-dessus de l'effigie de Paul Newman, au naturel s'il vous plaît, une mention,
All Profits to Charity. Autrement dit, les bénéfices de la vente sont intégralement reversés à des œuvres de bienfaisance. En bas à droite, le logo résume l'entreprise, un cœur entrelacé avec un dollar. Le temps semble bien loin où Paul Newman se contentait d'épater ses amis à Noël avec sa recette maison. Depuis 1982, l'acteur a transformé son petit faible pour la vinaigrette en industrie caritative. C'est bon ? Oui, c'est un peu épicé, mais c'est bon. Le premier à qui Paul Newman a parlé de ses projets caritatifs en 1982, c'est l'écrivain Hal Ochsner. Ochsner a accepté d'épauler son vieux copain, mais sans vraiment y croire. Pour moi, c'était une blague, au début. On s'est amusé à mettre des étiquettes sympas sur les bouteilles de vinaigrette et on a distribué les bouteilles dans quelques épiceries du quartier. Et à notre grande surprise, nous avons commencé à recevoir des appels des plus grandes chaînes américaines de supermarchés. Elles voulaient toute notre sauce salade. Et en un rien de temps, on a engrangé 900 000 $ de commandes. 14 ans plus tard, la vinaigrette de Paul Newman s'exporte dans le monde entier. Le succès est tel que l'acteur a créé sa sauce tomate, sa limonade, son pop-corn. Au fil des ans, la fondation de Paul Newman, qui gère ses bénéfices, a redistribué plus de 60 millions de dollars à des dizaines d'associations caritatives. À l'occasion, le roi de Hollywood paye aussi de sa personne. Il a créé sa propre association en 1988, des centres de vacances pour les enfants souffrant de maladies graves, cancer, sida, hémophilie. Environ 7000 ont déjà participé gratuitement à ces stages d'été, en liaison avec un encadrement médical discret, mais de haut niveau. 2 centres ont été ouverts aux États-Unis, un 3e en Irlande. Leur succès a donné des idées aux Français qui ont décidé d'adopter le concept. Ici, à New York, s'est constitué un comité franco-américain de collecte de fonds pour l'association L'Envol. Le président des Ciments Lafarge aux États-Unis, Michel Rose, coordonne l'opération. À ses côtés, le directeur général des camps de vacances américains explique la stratégie à suivre pour réunir les 15 millions de francs nécessaires. Quand on entre dans la galaxie Newman, on travaille à l'américaine, sans publicité ni subvention d'État. Les membres du comité, tous industriels ou universitaires, devront définir dans leur entourage des cibles, des personnalités ayant de gros moyens. Ces cibles seront sollicitées à hauteur de 100 000 francs de manière très méthodique. Mon rôle est essentiellement d'essayer de trouver quelques personnes qui présentent un peu les caractéristiques suivantes. D'abord, des gens qui étaient intéressés par la cause, par le projet. Deuxièmement, des gens qui avaient, d'une manière ou d'une autre, des liens avec la France. On m'a dit qu'ils étaient quand même francophiles. Et troisièmement, des gens qui ont un bon carnet d'adresses aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va demander l'argent. En fait, ça dépend de l'interlocuteur. Avec les fondations, c'est facile. Elles sont là pour ça, elles ont l'habitude. Avec les entreprises, on s'adresse à leur département mécénat. Quand on traite avec des particuliers, on essaye de les émouvoir, de toucher leur corde sensible. Les centres de vacances de Paul Newman bénéficient de l'image positive de leur fondateur. Mais aux États-Unis, on compte 500 000 associations caritatives privées. Pour s'imposer sur ce marché très concurrentiel, il est nécessaire de maîtriser toutes les ficelles du marketing. Il ne faut pas présenter les choses aux gens comme un don d'argent, mais comme l'opportunité de participer à une entreprise merveilleuse. Pour cela, on peut même faire preuve d'humour. On regarde son interlocuteur dans les yeux et on lui dit « Je veux $1 million ». Il est surpris, alors on dit « Vous pouvez payer sur 10 ans ». Et quand il sourit, on ajoute « Alors on est bien d'accord, $1 million tous les ans pendant 10 ans ». Ce château vide en Seine-et-Marne sera équipé grâce à l'argent réuni outre-Atlantique. Mais ensuite, pour faire fonctionner le centre de vacances, l'association L'Envol en reviendra à un financement plus classique et bien français. Prise en charge des enfants par la sécurité sociale et appel à la générosité du public.
Monsieur Paul Newman, pourquoi pensez-vous que offrir des vacances à des enfants malades, ça n'est pas secondaire, mais essentiel? Eh bien, je crois que les jeunes ici ont dit qu'ils avaient passé énormément de temps à l'hôpital et ce qu'ils voulaient, c'était un environnement où ils soient avec des enfants qui aient les mêmes problèmes qu'eux et qu'ils puissent partager leur vécu, leur expérience, et puis aussi aller à la chasse, à la pêche, et travailler le bois, raconter des poèmes, s'amuser, faire du théâtre. Donc là, vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses, des choses où on s'amuse. C'est très important. Et les liens qui se créent à ce moment-là, dans ces camps, sont tout à fait essentiels. Et puis l'autre élément très surprenant, c'est qu'en fait on croit que l'on va créer quelque chose qui est important pour les enfants, qui est formidable pour les enfants. Et puis on s'aperçoit que ceux qui participent, le personnel qui travaille là, en retire presque autant que les enfants, sinon plus. Parce que c'est bilatéral, ça fonctionne dans les deux sens. Je voudrais savoir, et c'est purement anecdotique, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de transformer votre goût pour les sauces de cuisine, il faut quand même le faire, en une activité industrielle absolument extraordinaire, parce que si moi je me mets à faire des sauces, je suis absolument sûr que ça ne marchera pas et que je n'aurai pas le succès industriel que vous avez eu. Alors vous êtes un géant de la sauce, c'est ça? Un talent particulier pour les sauces? Eh bien, en fait, c'était une blague au départ. Puis quelqu'un m'a dit que s'il voulait que ça marche, il fallait que je mette mon visage sur une bouteille de sauce de vinaigrette. J'ai dit, vous êtes fou. Il faut mettre de la sauce dedans aussi, hein? Oui, ça, que d'autres s'en chargent. Mais quand on m'a dit qu'il fallait que je mette mon visage sur la bouteille, ils ont dit, j'ai dit, vous êtes fou. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait une possibilité, là aussi, d'enrichissement mutuel, si j'ose dire, de synergie, et quelque chose qui puisse être très commercial, mais en fait reprendre les bénéfices et puis essayer de faire du caritatif, et ça a fonctionné. Monsieur Newman, Barbara Merle, qui a conduit la préparation de cette émission, a lu quelque part que vous aviez dit, je vous cite, « Je ferai n'importe quoi pour récupérer des fonds, ouvrir des boutiques, des stations-service, des laveries de voitures, etc. » C'est vrai? Yes. Oui. Alors Julien qui est à côté de vous, Julien, toi tu as eu la chance de partir dans ce camp, dans un camp Newman aux États-Unis. Tu peux le décrire, à quoi ça ressemblait? Est-ce que tu y as fait? Combien de temps tu y as séjourné? Ben, ça ressemble... Ça ressemble? Ça ressemble à... C'est une grande forêt où il y a des endroits où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres. Oui, c'est mauvais signe pour une forêt, ça. Hein? C'est une forêt avec des clairières et il y a des... Ah d'accord. Bien joué, bien joué. Il y a des maisons, tout en bois. Ça se passe dans quel endroit des États-Unis? Sur la côte Est? C'est dans le Connecticut, je ne sais pas où c'est. Ah ben voilà, nous y voilà. Tu y es resté longtemps? 12 jours. 12 jours. Quelles activités? Qu'est-ce qui t'a plu? Ben, moi, j'allais presque tous les jours à la pêche, parce que ça me plaît. Sinon, on pouvait faire du pédalo, de la barque, il y avait du théâtre, du dessin, de la pyrogravure, il y avait de tout. Est-ce que tu as rencontré des enfants de toutes les nationalités là-bas, ou seulement des enfants américains? Alors, il y avait des Allemands et des Américains. Oui. Et tu étais le seul Français pour cette session-là? Ah non, on était 8 ou 9. 8 ou 9 qui aviez été invités dans ce camp. Est-ce que ça te semble, est-ce que d'abord ça t'a fait du bien? Est-ce que tu as vu des choses qui t'intéressaient? Est-ce que ça t'a donné la fameuse pêche d'enfer dont tu parlais tout à l'heure? Oui. Ouais. Je me suis dit, il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance de partir aux États-Unis. Alors j'en ai profité. Du temps que j'étais. Et vous, Madame Galéa, vous étiez inquiète pendant qu'il était à distance, le petit? Un petit peu, oui. Ouais, vous ne seriez pas la maman sans ça. Hein? Est-ce qu'il a changé après cette expérience? Est-ce que ça lui a ouvert
d'autres horizons, parce que c'était la première fois qu'il traversait l'Atlantique, j'imagine. Oui, 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 absolument. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit au retour? Qu'il était enchanté et qu'il y retournerait bien. Ouais. Mais qu'il laisserait quand même la place aux autres. Bon, alors le temps est venu d'expliquer ce qui va se passer dans cette bâtisse que vous avez vue, qui est assez jolie. Jean Drucker, vous venez de prendre la présidence de cette association qui s'appelle l'Envol pour les enfants européens et qui était présidée précédemment par M. Henri Tesnas du Moncel, qui d'ailleurs l'a dirigé jusqu'à sa mort, jusqu'à sa disparition. Je voudrais, Jean Drucker, savoir comment va fonctionner ce centre que vous allez ouvrir sur le territoire français pour des enfants européens. D'abord, Jean-Marie, vous avez raison de dire que je ne préside pas cette association depuis très longtemps, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites sous la présidence d'Henri Tesnas. Moncel, d'ailleurs, sa femme Christina continue à être qui est ici, est extrêmement active dans l'association. Et puis c'est une longue chaîne de solidarité, je ne vais pas citer tout le monde, on n'est pas là pour ça, mais simplement il faut savoir que ça fait déjà 3 ou 4 ans que tout ça est en route, que Paul Newman a été contacté, s'est intéressé à l'exportation, si je puis ainsi dire les choses, du modèle américain en France. En l'adaptant cependant aux conditions françaises. Naturellement, en l'adaptant aux conditions françaises. Il y a eu tout un tas de gens qui sont allés lui expliquer l'intérêt qu'il y aurait à faire aussi quelque chose en France. Il y a d'ailleurs quelque chose déjà en Irlande. Et il y a beaucoup de gens qui s'en occupent et qui constituent une équipe autour de moi. Et notamment le vice-président Patrick Lang, qui est un ami personnel de Paul Newman et dont je voulais ici citer le nom. Alors pour répondre à la question, nous allons installer le camp dans un lieu absolument superbe, qui est près de Fontainebleau, 90 km de Paris, près de Fontainebleau, qui a été mis à la disposition de l'association par l'État, qui se trouvait posséder le lieu pour 99 ans. Donc nous avons du temps devant nous. C'est ce qu'on appelle un bail amphithéotique, c'est ça? C'est un bail amphithéotique, donc on a du temps devant nous pour faire de belles choses. Alors les problèmes qui subsistent pour vous sont des problèmes de financement. Je dois préciser que nous sommes à la française, c'est-à-dire que les séjours que feront les enfants seront remboursés par la sécurité sociale. Il est donc homologué. Voilà, alors la seule chose qu'on ne peut pas transposer en France, c'est en effet le mode de financement. Sur le fond, l'idée est la même, et évidemment je n'ai rien ajouter sur la philosophie du projet à ce qu'a dit Paul Newman, sauf peut-être pour profiter ici pour lui dire publiquement, enfin, la reconnaissance que nous lui avons d'avoir initié tout ça, d'être ici aujourd'hui. C'est un apport absolument inappréciable pour ce projet, pour cette cause. Mais nous ne pouvons pas transposer en France les méthodes de financement américaines. Vous savez qu'aux États-Unis, on nous l'a très bien expliqué dans le film, il s'agit de lever des fonds auprès de personnes privées. Et vous savez que c'est dans la culture américaine, et pour dire les choses de façon un peu... Et dans la fiscalité américaine. Dans la fiscalité américaine, parce que c'est souvent déductible des impôts. Alors en France, il faut trouver une autre méthode, en France et en Europe, car vous savez que notre projet a pour ambition, on va y venir dans une seconde peut-être, d'accueillir des enfants par des sessions courtes, sur des sessions courtes de 15 jours, qui pour moitié seront des petits Français, et pour l'autre moitié des enfants venus de toute l'Europe. Alors, il faut trouver de l'argent. Les compétences, nous les avons, mais il faut l'argent. Cet argent ne peut venir que de fonds privés pour une partie et que des couvertures de sécurité sociale de l'autre. Alors, nous avons un atout immense, c'est que la sécurité sociale, le système de sécurité sociale français a accepté de prendre en charge les séjours. Les séjours, ce qui signifie que les séjours seront gratuits. Les enfants que nous allons accueillir les parents, quelle que soit leur situation matérielle, n'auront pas à payer les séjours de leurs enfants. Il n'en demeure pas moins que cette couverture par la sécurité sociale ne suffit pas. Et qu'il faut de l'argent, notamment pour rénover le château dont vous avez vu les photos à l'écran il y a un instant, qu'il y a des installations sportives. Du personnel paramédical. Qu'il y a du personnel paramédical, qu'il y a une partie d'ailleurs de ce personnel qui sera permanent, mais une partie bénévole, mais les permanents, qui sont environ 40 à 50 personnes en période de croisière, devront être rémunérés. Et cela, ça ne peut venir évidemment que de fonds privés. C'est la raison pour laquelle il faut faire appel. Il faut faire appel, un appel vibrant, chaleureux à la générosité des Français
pour que cette chose soit possible. Nous allons le faire avec précision, Jean Drucker, tout à l'heure. Je voudrais demander à M. Alagil, quand je dis personnel paramédical, en réalité c'est du personnel médical et du personnel d'accompagnement de soins, ou bien du personnel, je veux dire, hôtelier, hein, pour tenir la maison. C'est bien ça les catégories de personnes. Vous avez tout à fait raison. Nous devons construire un centre médical pour assurer la sécurité de ces enfants malades pendant leur séjour. L'assistance publique Hôpitaux de Paris a eu l'extraordinaire gentillesse de décider de mettre à notre disposition, salariés par elle, charge à nous d'en assurer le remboursement, 2 médecins pédiatres et 4 infirmières pédiatres pour pouvoir animer ce centre médical et donner cette sécurité à laquelle nous tenons par-dessus tout. Indépendamment de ce centre médical, environ 2 adultes, un adulte pour 2 enfants, devront encadrer les malades pendant leur séjour, soit pour assurer leur animation dans les différents ateliers, et ça a été expliqué tout à l'heure par Julien très bien, soit pour assurer simplement l'intendance et la maintenance du parc extraordinaire que nous avons la chance d'avoir. Alors, tout à fait clairement, Jean Drucker, vous faites appel à la générosité publique et nous avions accepté de le faire en cette salle d'émission. Je vous indique d'ailleurs que tout à l'heure, un panneau très précis va vous donner toutes les coordonnées nécessaires si vous voulez vous ranger aux côtés de tous ceux qui travaillent dans cette affaire pour donner des chances à des enfants pour qu'ils puissent séjourner par tranche de plusieurs semaines. Et maintenant, c'est à vous d'expliquer ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Alors d'abord, je voudrais dire que Paul Newman ne se contente pas de nous apporter son appui moral, et ce qui déjà en soi est considérable et pourrait même suffire. La fondation qu'il préside aux États-Unis, qu'il a créée, va également de donner de l'argent. Alors je le dis de manière extrêmement précise. À chaque fois que nous allons récolter 1 franc sur le territoire français... Sur le sol français, du fait des dons français. Sur le sol français, la fondation Newman donnera 1 franc. Et ceci dans une limite de 2 millions de dollars, ce qui est énormément d'argent. Rapide calcul, ça fait 10 millions de francs. Ça fait 10 millions de francs. Autrement dit, les Américains, et la fondation Newman en l'occurrence, donnent l'exemple, puisqu'ils vont concourir financièrement à la construction, à la rénovation de ce camp français. Il n'en demeure pas moins que la sécurité sociale, c'est très important. L'apport des Américains, c'est très important. Vous avez vu que Michel Rose pilote un comité aux États-Unis pour lever des fonds pour nous. Oui, pour la France. Oui. Il n'en demeure pas moins que ça ne suffira pas, notamment dans la période de décollage. Après, nous sommes dans une période de croisière et où le système de sécurité sociale dont M. Alagil parlait il y a un instant, permettra de faire tourner tout ça. Mais pour que ça décolle, pour que la construction du camp, par exemple, qui va être quelque chose d'absolument magnifique, qui a été conçu par un ami de l'association, qui est l'architecte Philippe Victoire de Villemorin, ce sera tout à fait superbe, qui va avoir des tas d'activités d'animation auxquelles réfléchissent Daniel Thompson, qui est aussi dans l'association. Donc il y a tout un tas de gens qui apportent leurs compétences, mais dans la période de démarrage, tout ça va demander pas mal d'argent, pas d'ailleurs des sommes extravagantes, mais il faut un peu d'argent. Alors, j'ajoute, si vous me laissez encore, Jean-Marie, j'ajoute qu'il va de soi, peut-être encore mieux que dans la période que nous vivons, et il est utile de dire, il est probablement utile, voire nécessaire de préciser, j'ai compris, que la totalité de cet argent ira à l'envol. Et que vous y veillerez soigneusement et que vous en rendrez compte. Que nous y veillerons particulièrement, que nous avons mis d'ailleurs en place tout un dispositif pour surveiller, contrôler l'usage qui sera fait de l'argent que nous allons, je l'espère, recueillir, et que d'ailleurs dans une deuxième phase, dès lors que la sécurité sociale finance l'opération, comme je viens de le dire, elle veillera elle-même à l'usage qui sera fait de l'argent qu'elle donnera, qui somme toute est l'argent des Français. Un dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est sur l'originalité, Julien en a parlé il y a quelques instants, sur l'originalité de cette idée de camp. Un enfant malade, c'est d'abord à l'hôpital un malade, c'est-à-dire un patient qu'il faut soigner et guérir. C'est aussi un enfant. Dans le camp, l'idée c'est que ce soit d'abord un enfant. Alors il se trouve que cet enfant, par ailleurs, est malade, mais que les enfants se sont aussi rendus à leur enfance, à leur identité que possible. Ce qui suppose des aménagements
particulier, mais là nous n'avons rien à inventer, nous avons simplement, non pas à recopier, parce qu'il faut l'adapter un peu, nous avons simplement à nous inspirer de ce qui a été fait aux États-Unis, en particulier à Ashford dans le Connecticut, dans le camp dans lequel Julien a passé 12 jours. Oui. Et faut-il vous persuader de l'intérêt qu'il y a pour les enfants malades de retrouver des espaces de vacances, de jeux et de compagnonnage d'enfants? Si c'était le cas, laissez-moi vous proposer un petit récit qui est celui de l'expérience que vous-même, qui est une autre expérience, avez eue, Monsieur Chezon et vous, Madame Martini, c'est-à-dire que vous avez permis à des enfants de partir gravir le Mont Blanc sous l'étiquette « À chacun son sommet ». Quand était-ce? Combien d'enfants l'ont fait? Et quel était le but, Monsieur Chezon? Bon, avec Christine Janin, ici présente, qui est médecin et alpiniste, et avec l'aide de Jean-Pierre Davaille, qui est président de Janssen-Silag, puis aidé par d'autres sponsors, nous avons créé une association qui s'appelle « À chacun son Everest », dont le but est similaire à l'association de M. Drucker, qui voulait donner à ses enfants des vacances, mais qui leur montrait qu'ils étaient capables aussi de réaliser un exploit sportif, et que c'était des enfants comme les autres. Car gravir un sommet montrait à l'enfant qu'il pouvait réaliser des performances identiques à celles des autres enfants. Et ceci est très important. Jean Drucker, une dernière question. Qu'est-ce que cette association, l'Envol pour les enfants européens, a de différent des autres? Et d'une certaine manière, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une démonstration qu'il manque dans nos structures ce lieu de vacances et de, je dirais, de retrouver le niveau des enfants qui est d'être entre soi, qui est quand même la meilleure façon de grandir? Oui, je ne crois pas, je suis tout à fait sûr qu'il y a des choses considérables, d'ailleurs, ce qu'ont dit Cédric et Julien et Sabrina tout à l'heure le montrent, il y a des choses considérables qui sont faites en France pour soigner les enfants souffrant de maladies graves. Il n'empêche qu'il y a là très clairement un manque. D'ailleurs, ce manque existait aussi aux États-Unis. Oui. Et c'est ce que la Fondation Paul Newman a cherché à combler. Et ce manque, c'est en effet un lieu où les enfants puissent se retrouver entre eux, se retrouver hors leur maladie, bien qu'ils soient malades. Un lieu qui soulage aussi, un peu qui permet de soulager aussi les parents. Là, je me retourne là vers la maman de Sabrina. Arrivent les vacances, que faire? Où aller? Donc, où aller? Il n'y a pas de lieu, les familles n'ont pas toujours les moyens non plus, et par conséquent, ce seront des sessions de 15 jours. En période de croisière, nous avons de grandes ambitions, puisque à horizon 3 ou 4 ans, nous pensons que 1000 enfants, entre mars et novembre, pourront venir dans ce camp de France et d'Europe, comme je l'ai dit, et je crois en effet que ça répond à un besoin tout à fait précis et qui n'avait pas encore été, auquel le système français, en dépit de toutes ces immenses qualités, n'avait pas encore répondu. Je vous remercie, Monsieur Drucker, et si vous voulez vous inscrire dans cette action, je vous rappelle que dans un instant, vous pourrez lire les coordonnées, enfin tout ce qui vous est nécessaire pour agir. 3 types de questions encore avant de terminer cette émission. D'abord, je vais m'adresser à Julien et à Cédric. Je voudrais savoir si maintenant que vous êtes guéri, vous avez l'impression que la maladie vous a changé par rapport à vos autres camarades. Est-ce que vous avez quelque chose de plus qu'une expérience, peut-être du bonheur supplémentaire, Julien? Une expérience, oui, ça oui. Ça c'est sûr, mais je sais pas, quelque chose de plus, non. Pas. Et ton envie, toi, c'est d'être comme les autres? Ouais, voilà. Strictement comme les autres? Peut-être un peu plus différent, mais sinon pas pareil, même chose. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par un peu plus différent? Ben, c'est avoir quelque chose de plus que les autres. Oui. Et tu penses que tu as quelque chose de plus, hein, en réalité. Mais comme tu es réservé, timide, pudique, c'est une qualité, tu ne veux pas le dire. Ouais. Ça, réservé, je crois pas que ce soit le bon mot. Hein. Bon. Eh bien, vas-y, fais-moi la démonstration. Ça, je suis pas réservé, pudique, rien de tout ça. Tu n'avais jamais fait ça de ta vie, hein? Ah non, là, ça... Bon. Et qu'est-ce que c'est ce que tu as de plus? Ben, justement, c'est l'expérience d'avoir eu la maladie. Ça veut dire que quand quelqu'un a une difficulté, tu sais le repérer, par exemple? Voilà, ça c'est... que voit quelqu'un qui n'est pas bien, fais-toi. Je à l'œil. Et je suis là. Voilà. Ouais. Julien, tu sais ce que tu veux faire dans quelques années? Ah oui, moi oui. Quoi? Radiologue. Radiologue. Chapeau. Cédric, est-ce que tu te sens très différent? Tu as acquis une expérience qui te rend différent de ce que tu aurais été?
Parce que tu me sembles avoir toi aussi vraiment une extraordinaire maturité pour ton âge. Oui, je pense avoir quelque chose en plus que les autres. Parce que j'ai vécu un moment à l'hôpital que les autres n'ont peut-être pas... Et qu'est-ce que c'est ce plus? C'est cette expérience-là? Oui. Et toi aussi, comme Julien, quand un copain ou une copine ne va pas bien, tu arrives à les repérer facilement? Oui. Tu te sens très disponible pour eux? Pas tout le temps. Non. Est-ce que tu trouves qu'à ton âge, les enfants sont relativement égoïstes, et est-ce qu'une expérience de maladie difficile comme celle que tu as surmontée te rend beaucoup plus généreux, on va dire, plus ouvert? Oui. Oui, dit-il avec un grand sourire. Je ne sais pas trop si c'est pour se débarrasser de ma question qui ne doit pas avoir de sens pour lui d'ailleurs. Monsieur Newman, je vais terminer par vous. Je vais sortir de mon rôle d'hôte journaliste, me mettre dans la peau d'un citoyen normal, père de famille, comme vous-même, et seulement dans des circonstances heureuses en ce qui me concerne. Je sais que les vôtres, à un moment donné de votre vie, ont été douloureuses. Laissez-moi vous dire que s'il y avait eu 3000 places dans cette salle pour venir vous voir et écouter ce que vous avez à dire sur ce sujet, la salle aurait été trop petite. Je voudrais vous remercier publiquement d'avoir accepté de venir en France dans cette émission pour lancer cette œuvre à destination des enfants, auquel nous sommes tous infiniment sensibles. Et je voudrais vous demander de conclure, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez envie de dire aux spectateurs français et européens qui vous verront sur TV5, notamment. Donc, des enfants malades sont des enfants malades, bien sûr, mais ce que je voudrais essayer de dire, c'est que le camp du Connecticut, c'est le camp du Connecticut. Il a sa caractéristique propre, le camp en Irlande aussi. Le camp français sera très différent du camp irlandais ou du camp du Connecticut. Il aura son propre personnel, ce sera des Français, il sera ouvert plus longtemps, il pourra recevoir des enfants ayant différents types de maladies, différents types de complications. Donc, et c'est ça qui est formidable, c'est de voir comment chacun va développer sa propre personnalité. Quelle est la plus jolie chose que vous ayez fait dans votre vie, dans ce domaine des enfants, M. Newman? Pardon? Quelle est la plus jolie chose que vous ayez fait dans votre vie, dans ce domaine des enfants? Avec les enfants. C'est trop difficile. Avoir du talent pour les sauces, c'est ça? La reconnaissance que j'en retire plus au fond que ce que j'ai donné. C'est ça qui est important. Je vous remercie infiniment, les uns et les autres, mesdames et vous, messieurs, Cédric et Julien. Et maintenant, je voudrais vous donner les coordonnées auxquelles j'ai fait allusion 3 fois dans cette émission. Si vous voulez aider ce nouveau projet qui s'appelle l'Envol pour les enfants européens, regardez bien ce qui arrive sur votre écran. Boîte postale 164, 75 363, Paris CEDEX 08. Ça, c'est la première adresse. Ou bien, si vous voulez œuvrer avec votre Minitel, pour ceux d'entre vous qui le possèdent, 3615, code France 3. Ça, c'est l'endroit où on vous donnera les coordonnées, les premières que je viens de vous citer. Et puis, si vous n'avez rien entendu de tout ça parce que vous êtes arrivé par hasard en sortant de votre cuisine sur cette émission, eh bien, vous nous écrivez à la Marche du Siècle. Son adresse est au bas de ce générique et nous vous renverrons vers cet appel de fonds. Et si malgré tout ça, vous n'avez toujours pas bien suivi les choses et que vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, je vous suggère d'écouter demain RTL, notre partenaire dans cette émission, qui a consacré depuis ce matin, mercredi et tout au long de la journée, plusieurs rendez-vous à l'action de l'Envol et à la présence de M. Newman en France. Ils vous redonneront toutes les coordonnées qui seront utiles à l'action que vous jugerez nécessaire ou que vous aurez envie de faire. Cela, c'est votre affaire. Et puisque l'association s'appelle l'Envol, il n'y a qu'une chose à souhaiter, c'est bon vol et bonne chance. Je vous remercie vraiment de votre participation. Quelques livres auxquels nous nous sommes référés pour construire cette émission. L'enfant messager du professeur Daniel Alagil, édition de Fallois. La vie entre parenthèses de Daniel Gonzalez, édition Fayard, c'est la collection Les Enfants du Fleuve. Et puis les images de Cédric que vous avez vues ont été extraites du documentaire La vie est immense et pleine de dangers. D'ailleurs un assez joli titre, puisque en plus c'était une de tes phrases. L'auteur est M. Denis Gerbrandt et l'éditeur sont les films du Paradoxe. Dans un instant, vous pourrez regarder une journée d'actualité en résumé
présenté par Henri Sagnier. Et puis après le soir 3, vous verrez dans la collection Un siècle d'écrivains une émission qui est consacrée ce soir à l'écrivain nigérian Wole Soyinka, qui est prix Nobel de littérature en 1986, si ma mémoire n'est pas totalement fausse. La semaine prochaine, édition spéciale de la Marche du siècle, collection mensuelle, banlieue, dans un état d'urgence, banlieue, association de bienfaiteurs. Que voulons-nous vous montrer? Que dans les banlieues, des gens prennent des risques et font des choses, et en plus, tenez-vous bien, ça marche. Merci, bonsoir.